l'époque des hypervitesses, de plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais Sous tension. connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Craquer l'époque. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Camille de Toledo. Pour l'anecdote, c'était notre première invitée sur ce podcast lors de son lancement il y a 2 ans. Écrivain, artiste et penseur des transformations contemporaines, il explore depuis plus de 20 ans les manières de relier les récits, les vivants et les milieux. Formé en littérature, docteur en littérature comparée, il construit une œuvre qui circule entre les disciplines, écriture, art visuel, écologie politique et expérimentation collective. Son travail cherche à inventer d'autres façons d'habiter le monde, à rouvrir des horizons, là où s'installe l'épuisement et les récits de la faim. On connaît Camille Toledo pour plusieurs livres, notamment Thésée, sa vie nouvelle, paru en 2020, roman de deuil et de recommencement qui a profondément marqué la scène littéraire, et plus récemment, Une histoire du vertige, paru en 2023, qui interroge nos effondrements contemporains, la perte des repères et la recherche d'amorce vers d'autres mondes. Depuis toujours, Camille de Toledo écrit depuis une vague, celle d'un siècle qui bascule et d'une génération prise entre les ruines des croyances anciennes et la nécessité d'inventer autre chose. Ses livres interrogent les héritages, les filiations, les violences silencieuses, des histoires familiales et politiques. Il cherche toujours des issues. Il vient de publier le livre Au temps de ma colère, paru aux éditions Verdier en août 2025, une œuvre intimement politique. Dans ce texte, Camille de Toledo revisite 2 périodes de sa vie. Il y a d'abord le jeune homme de 25 ans, en colère, traversant les espoirs et les désillusions du début des années 2000. Cette colère-là est liée à la fin des grands mythes, à l'éclatement des idéologies, à la nostalgie d'une utopie encore non consumée. Il y a ensuite le narrateur d'aujourd'hui qui regarde derrière lui, cherche à comprendre ce qu'il savait, ce qu'il ignorait, ce qu'il taisait, et qui tente de transformer cette colère en une énergie de création. Le livre se déploie en fragments, souvenirs, poèmes, lettres, photos, et tisse un récit en miroir entre héritage familial, avec des figures maternelles, des exils, des racines et engagements politiques, des mouvements altermondialistes aux luttes zapatistes. C'est un texte hybride, à la fois confession et manifeste. Il ne se contente pas d'exprimer la colère, il l'interroge, la revisite, la transfigure. Mais Camille de Toledo a également une autre actualité avec l'Internationale des rivières, qui est un processus citoyen collectif où art, science et citoyenneté se rencontrent pour penser la Loire et les rivières en général comme des corps vivants, des lieux politiques, des espaces de recomposition. L'idée, faire des rivières non seulement des objets d'étude ou de préservation, mais surtout des sujets d'action, d'imaginaire et de droit. L'année dernière, des propositions de loi à venir ont été déposées à l'Assemblée nationale en avril dernier. Le 29 novembre prochain, à Nantes, lors du temps fort 3 de la Grande Assemblée, ce sera l'occasion pour le Conseil des témoins, un groupe de 12 habitants du territoire, de présenter et de mettre en discussion avec le public ces propositions de loi à venir destinées à faire de la Loire et de l'Estuaire les premières entités naturelles juridiques de France. Camille de Toledo, bonjour. Bonjour. Des retrouvailles. Alors, on est très contente de vous avoir sur ce podcast aujourd'hui. On va revenir sur justement l'Internationale des rivières. Vous aviez initié un petit peu le chemin avec le Parlement de Loire, puis vous êtes passé au projet de vers une Internationale des rivières. Pouvez-vous peut-être retracer en quelques mots ce passage? Comment l'idée d'un fleuve comme sujet politique est-elle devenue celle d'une Internationale des rivières? J'ai travaillé pendant près de 10 ans sur les questions de traduction dès 2008 et on associait la pensée de la traduction à une pensée de l'Europe qui serait ouverte aux diasporas, aux différentes cultures, aux différentes langues qui sont en Europe. Et en 2008, j'ai rencontré le philosophe Bruno Latour lors d'un colloque ouvert en fait à tous les publics sur la traduction. Et il est venu parler des traductions des non-humains, avec une perspective du langage qui serait en fait ouvert au langage des forêts, des lacs, des rivières, des écosystèmes en général, des milieux de vie, etc. Qu'est-ce que c'est une activité de traduction qu'on peut rattacher notamment à l'activité scientifique, parce que Bruno Latour est philosophe des sciences et il étudiait notamment le regard et les protocoles scientifiques pour essayer de comprendre le monde et les entités de la nature. Et donc depuis ce temps-là, depuis 2008, j'ai commencé à travailler avec cette idée étendue du langage. Qu'est-ce que c'est de parler pour un arbre? Qu'est-ce que les informations sont transmises par un ciel, par une rivière, etc. Et comment est-ce qu'on lit à même le monde? J'aime bien cette expression de lire à même le monde. Et donc ça, de fait, cette notion étendue du langage, ça nous permet d'avoir une conception plus large de avec qui on habite et avec qui on fait monde. Et après, j'ai commencé à écrire des textes autour de ces questions. Et puis, j'avais une commande pour le théâtre.
À l'époque, c'était le théâtre de Toulouse. Et je me suis aussi inspiré beaucoup, puisque moi j'ai fait de la science politique. Donc je m'intéresse aussi au droit, aux institutions, à la loi. Et à la loi à venir, j'aime bien cette notion de loi à venir. Et j'ai vu en même temps qu'en Amérique latine, notamment en Équateur, il y avait eu cette constitution en 2008 qui reconnaissait la terre-mère comme une personne dotée de droits en fait. Donc il y avait une forme étendue du droit là aussi, qui incorporait dans une vision élargie du monde social et du monde juridique les entités de la nature. Et ça, c'est une profonde nouveauté qui est liée à ce courant, ce mouvement que je suis depuis de nombreuses années, qui s'appelle le Mouvement pour les droits de la nature. Et voilà. Et après, j'ai été appelé comme artiste en 2019 pour orchestrer ce Parlement de Loire, qui a donné lieu à un livre qui s'appelle Le fleuve qui voulait écrire. Voilà, je ne vais pas décrire tout le Parlement de Loire, ça a duré 3 ans, c'est des processus citoyens. Et puis voilà, ça m'a conduit à Nantes, où j'ai démarré ce nouveau projet de recherche depuis 2021 qui s'appelle l'Internationale des rivières. Et alors justement, est-ce que maintenant vous pouvez nous parler de la mission de ce projet de Vers une internationale des rivières ? Alors oui, absolument. Et ça me permet de revenir d'ailleurs sur quelques manques au moment du Parlement de Loire. Le Parlement de Loire, c'était centré autour de la région, de Tours et de la région Centre-Val de Loire. C'était avec beaucoup de collectifs, beaucoup d'institutions de cette région, notamment le pôle art et urbanisme, etc. Il y avait plein d'acteurs, d'actrices du territoire. Mais moi, j'ai vraiment un pli très cosmopolite. Je me pose toujours la question de qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on fait de la politique pour réouvrir au-delà des identités, au-delà des frontières, au-delà des langues et des frontières de langue, etc. Et j'avais envie d'introduire beaucoup plus cette dimension du comparatisme, puisque j'avais envie d'entendre les récits de celles et ceux qui ont donné le statut de sujet de droit à la rivière Wanganui en Nouvelle-Zélande, à l'Atrato en Colombie, maintenant au Canada avec la rivière Magpie, et puis beaucoup d'autres écosystèmes qui sont devenus des sujets du droit dans le reste du monde. Et j'avais envie d'organiser une forme j'appelle ça moi des processus instituants, où nous autres, les citoyennes, citoyens, donc là autour de Nantes, on se mettrait à l'écoute de ces autres exemples. Donc ça, c'était cette dimension-là, l'international, c'était ça que je voulais porter, cette notion d'international des rivières, et puis aussi ce terme d'international qui faisait écho aux internationales du 19e siècle, qui étaient les internationales donc socialistes, parce que ce monde des espoirs, des utopies socialistes du 19e siècle a été un peu emporté à la fin du 20e siècle. Et pourtant, il était porteur de très très grandes forces mobilisatrices, politiques, et aussi de rêver le monde autrement. Et je me questionne à travers ce projet sur mais qu'est-ce que ce serait une internationale des non-humains, c'est-à-dire une internationale avec des lieux, des milieux qui sont abîmés, détruits par l'économie dans laquelle on vit. Et comment est-ce qu'on pourrait écrire cette internationale ? Voilà. Quels en seraient les piliers, les fondements ? Ça m'a conduit à m'interroger sur le travail. Comment est-ce que les entités de la nature travaillent ? Parce que si on fait le lien avec les internationales du 19e siècle, en fait, on se rend compte très vite que la notion de travail n'était pas prise en compte pour les rivières, les lacs, les forêts. On avait une conception du travail au 19e qui était essentiellement, en tout cas dans les courants socialistes, un travail humain, dans le monde ouvrier naissant, le monde industriel qui mettait un peu le monde humain au travail, en l'enfermant dans des usines, etc. Mais le 19e siècle est sensible déjà à des questions, il y a des sensibilités écologiques qui sont très très fortes. C'est comme si l'économie politique de cette époque progressivement oubliait le fond du tableau. Et ce que j'appelle le fond du tableau, c'est finalement toutes les bases matérielles desquelles on tire une vie possible, une vie habitable pour les humains. Et donc là, ce projet, c'est ça, c'est de rouvrir ce grand chapitre de qui travaille et comment les rivières travaillent. Et si elles travaillent, comment est-ce qu'on pourrait changer leurs conditions d'emploi, leurs conditions de travail, comment est-ce qu'on pourrait améliorer. Et donc ça fait une grande bascule des questions écologiques vers des questions sociales d'entités non humaines. Vous le savez, à Craquer l'époque, on est très attaché à cette notion d'imaginaire politique. Le projet de Vers une internationale des rivières se présente comme un récit collectif. Quels sont précisément justement les nouveaux imaginaires qui viennent déployer ce récit ? Alors, l'imaginaire qui structure ce récit, ça tourne autour de ce que j'appelle les lois à venir. C'est de penser à un monde social, humain, où il y aurait des nouveaux acteurs, des nouvelles personnes ou des nouveaux sujets du droit
Et ça, c'est une assez grande transformation qui seraient des sujets du droit issus de formes d'écosystèmes, de formes de vie ou de formes terrestres non humaines. Donc à quoi ça ressemble un monde où les rivières sont instituées en tant que personnes dotées de droits? Comment est-ce qu'elles entrent dans les tribunaux? Comment est-ce qu'elles entrent dans l'espace social? Comment est-ce qu'elles entrent dans les espaces de négociation politique? Qu'est-ce qu'elles font, qu'elles permettent de redistribuer, on va dire, vers les intérêts, les valeurs et les besoins des entités non humaines, etc. Donc ça, c'est ces lois à venir, c'est ce qui structure tout le projet. Il faut pouvoir les écrire, il faut qu'elles soient même cohérentes dans la hiérarchie des normes connues, notamment en France. C'est assez beau d'ailleurs parce que ce mouvement pour les droits de la nature, ça m'a conduit moi à rencontrer des gens de l'Europe entière. Il y a des mouvements en Espagne, il y a des mouvements en Angleterre, en Allemagne, en Pologne qui sont assez avancés. Il y a évidemment beaucoup de mouvements aussi en Amérique latine, en Océanie. Et en fait, comme c'est une pointe émergée d'un droit à venir ou qui rêve le monde autrement, même si parfois ça a eu lieu déjà, c'est institué, en fait c'est une petite communauté. Et moi j'aime bien les communautés naissantes ou qui sont portées par des imaginaires qui naissent, parce qu'on a encore la possibilité justement d'élaborer. Les choses sont ouvertes, quoi. Il y a quelque chose qui se rouvre à partir de là. Donc ça, c'est un des premiers points très très structurants. Un deuxième que j'évoquais à l'instant, c'est au fond cette histoire de qui travaille. Notre monde social et économique qui repose sur une forme de déni, notamment un grand déni des personnes humaines déjà qui travaillent et qui portent ce monde. On l'a vu au moment du Covid, on s'en souvient, la lumière qui était mise sur les gens qui étaient là au travail encore, alors que la pandémie avançait et qu'ils prenaient des grands risques pour continuer à soigner, à distribuer de la nourriture, à nourrir, à loger, etc. Donc ce monde repose évidemment sur des forces de travail humaines, mais il y a un encore plus grand déni sur les forces de travail terrestres qui sont associées à nos différents processus de production et à la construction de valeur. Et ça m'a conduit donc au fond à... Et ça vraiment là on l'a ouvert ce dossier à Nantes avec le projet de recherche et l'Institut d'études avancées. C'est mais comment les droits de la nature se connectent à une vision nouvelle de l'économie politique. Donc ça peut devenir un peu technique, mais c'est pour ça que j'ai été ravi de voir qu'on commence à avoir des économistes qui s'intéressent à cette question. Parce que à quoi ressemblerait le monde en fait si à chaque fois qu'on achetait quelque chose ou on produisait quelque chose, il y avait une part de la valeur qui allait vers ces travailleurs terrestres, comme je les appelle. Et quelle politique, quel programme, quel horizon serait poursuivi par ces acteurs non humains. Et ça déplace tout aussi. En fait, ça déplace entièrement le monde économique dans lequel on est. Et ça fait naître des acteurs qui seraient assez puissants, dotés de droits, avec des intérêts qui sont coïncidents avec les communs naturels et qui ramèneraient le monde vers les forces de vie d'une certaine façon. Donc ça, c'est des pistes qui sont soulevées et entamées, ébauchées. Et j'espère qu'il y a des livres qui vont... Enfin, il y a déjà un livre qui va paraître sans doute bientôt autour de ces questions. Vous êtes attaché notamment vers une internationale des rivières à la méthode art-science. Et dans ce projet, justement, vous faites dialoguer des hydrologues, des juristes, des artistes, des habitants de la Loire. Est-ce que vous pourriez nous raconter un moment où cette rencontre entre plusieurs disciplines a produit quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'on n'aurait pas pu anticiper en étant seul? Ouais, ça arrive tout le temps. Je me souviens là d'un moment où donc on est en 2023 à Nantes, au lieu unique, qui est un lieu pluri-art, qui accueille des concerts, mais aussi des débats, des discussions. Et on est en train d'auditionner avec le Conseil des témoins, donc qui est ce conseil citoyen, mais aussi un public il devait y avoir peut-être 200 ou 300 personnes. Et Jérôme Gaillardet, qui travaille à l'Institut de physique du Globe, et qui s'interroge sur ce qu'on appelle la zone critique. La zone critique, c'est cette fine pellicule autour de la Terre où la vie est possible. En fait. À partir d'une certaine hauteur dans le ciel, la vie devient très très difficile. Il n'y a plus d'oxygène, on le sait pour les alpinistes. Quand ils arrivent à une certaine hauteur, la vie devient difficile. Évidemment, dans les profondeurs aussi, il y a moins de formes de vie, elles sont plus rares, il y a une forme d'étrangeté. On connaît encore très très mal d'ailleurs les abysses. Mais en tout cas, ça définit cet espace de la zone critique où la vie est possible. Et je lui avais demandé de réfléchir à ça, à dire « Mais Jérôme, j'aimerais que tu viennes... nous parler du travail terrestre, comment la Terre travaille. » Et c'était très beau. Il y avait dans la salle, moi c'est là où, à dire vrai,
j'aime beaucoup ces processus art sciences parce que quand ils s'ouvrent au public et à des publics larges, dans la salle, il y a plein de subjectivités. Il y a des artistes, il y a des scientifiques, il y a des gens qui travaillent sur les sciences humaines, dans les sciences dures. Il y a parfois des gens qui sont juste dans des entreprises, qui s'occupent des politiques publiques, dans les collectivités territoriales. En fait, on ne sait pas exactement qui est là. Mais en fait, dans le choc et la rencontre de différents savoirs, d'interrogations, de visions, de l'imaginaire, du poétique, du sensible et de la science, il y a des projets qui naissent, quoi. Et Parlement de Loire, ce qu'on avait fait au moment de Parlement de Loire, ça continue de travailler. Il y a énormément d'artistes qui s'en sont inspirés. Ça fait naître des visions, ça fait naître des projets artistiques, ça fait naître des imaginaires du futur. Ça interroge ou change parfois des politiques publiques. Donc c'est très difficile de vous dire mais ce que ça devient dans l'espace social, mais en tout cas, j'ai des retours régulièrement. Il y a eu plein de parlements qui se sont créés en France. Il y a des parlements des forêts, il y a des assemblées de rivières, il y a différents, moi ce que j'appelle des services publics de l'imaginaire. C'est-à-dire que le service public de l'imaginaire est en plein déploiement, pas seulement à cause de ce qu'on a fait, hein, mais en fait, je pense qu'il y a une telle certitude ou évidence que le monde dans lequel on est ne va pas, que les cadres qui portent ce monde sont complètement désuets, anachroniques, la manière de faire de la politique, la manière de penser l'économie, la manière même du rôle de l'art qui a été totalement revu. J'aime beaucoup, moi, cette phase de l'art qui s'est réouverte en France. Parce que moi, ça fait depuis longtemps, ça fait maintenant 25-30 ans que j'espère ça, ce moment où l'art se repolitise, mais en fait où l'art et la fiction se réengagent. Parce que je le dis juste en passant, mais c'est très intéressant sur ce rôle de la fiction. La fiction en littérature, après l'affaire Bovary, donc l'affaire Flaubert, c'est-à-dire on accuse Flaubert d'avoir écrit la Bovary, et en somme il va pervertir les mœurs de son temps, et donc il est accusé par la société, en quelque sorte on lui dit c'est contraire à l'ordre public, etc., enfin la morale publique. Et en fait on lui donne une licence, le juge finit par en quelque sorte donner raison à l'auteur, et à partir de là il y a une sorte d'autonomie de la fiction, qui a été très très forte et très utile pour une émancipation de l'art, de la question de l'usage social, en fait, de la fonction justement instituante de l'art, en disant non mais attendez, nous, les artistes, nous avons une liberté de création et on n'a pas besoin de servir à quelque chose. Ça a été très très puissant et ça a emporté tout le XXe siècle. Toute l'histoire des avant-gardes est une histoire qui interroge les frontières de ne nous demandez pas d'être utile à ce monde. Enfin, beaucoup de choses et c'était dans tous les courants, le surréalisme, etc. Et donc cette autonomie de la fiction, cette autonomie de l'art, cette indépendance prise par l'art a produit un champ autonome qui est devenu effectivement le champ artistique. Et aujourd'hui, devant différentes formes de crises majeures, mais je dirais depuis, en fait, même les années 70, il y a un art très politique, et puis après ça, il y a des vagues comme ça. Il se trouve que depuis, moi j'observe une quinzaine d'années, vingtaine d'années, il y a une repolitisation du monde de l'art, en tout cas d'un volet du champ artistique, qui se repose des questions en lien avec les communautés. Comment est-ce que l'art va servir le récit d'un territoire, va servir une communauté. Voilà. Et moi, c'est dans ce monde-là que je m'inscris. J'ai beaucoup de mal à continuer à produire simplement des objets qui seraient beaux ou jolis ou à collectionner. Moi, vraiment, une des choses qui m'anime, c'est comment est-ce qu'on revit ensemble, comment est-ce qu'on se remet à penser le monde autrement, comment est-ce qu'on l'adapte aux différents savoirs qui ont été... qui ont subi de très grandes transformations. Et donc j'en viens à ce moment, Jérôme Gaillardet, quand il a parlé du travail terrestre, on sentait dans toutes les têtes et les corps qui étaient là présents qu'il y avait des choses qui bougeaient. D'ailleurs, il parlait avec aussi une autre scientifique qui s'appelle Gaëlle Charon, et c'était très beau la vision qu'il portait. Et puis après, François Jarry est venu parler du travail animal dans les révolutions industrielles, et pareil, il donnait à voir des résultats scientifiques, d'une recherche à partir des archives. Et ça faisait bouger les imaginaires. En fait, tout d'un coup, le monde animal, le monde végétal, le monde minéral, l'entrelac de ces trois règnes, de ces trois mondes, était vu comme en fait aussi des producteurs de vie, des producteurs d'habitabilité. Et je sentais que ça déplaçait plein de catégories. Donc moi, j'aime beaucoup faire ça. Produire des espaces de discussion où toutes les catégories un peu s'effondrent, les catégories dans lesquelles on a vécu, et il y a d'autres imaginaires qui naissent. Merci beaucoup. Tout de suite, on va écouter un audio d'une vidéo. Il s'agit de Maypi Clark, députée néo-zélandaise représentant le parti maori, qui interprète un chant traditionnel, un haka maori. Te Pāti Māori. E ono ngā pōti. 6 votes opposed.
Alors Camille de Toledo, pourquoi avoir choisi de nous partager cet extrait ? Alors bon, j'aime beaucoup moi je trouve le spectacle du Parlement néo-zélandais superbe, notamment par la présence de représentants du peuple maori. Et il se trouve qu'en Nouvelle-Zélande, il y a une rivière en 2017 qui est devenue un sujet de droit et qui a beaucoup inspiré ce que j'ai pu faire au moment du Parlement de Loire et continue d'inspirer le travail avec l'Internationale des rivières, avec des dialogues, résultats que j'ai noués avec des représentants maoris et aussi des gardiens qui participent au Conseil des gardiens de la rivière Wanganui en Nouvelle-Zélande. Donc déjà, ça me relie à cette histoire néo-zélandaise. Il se trouve que là, on entend ce qu'on entend, c'est au Parlement. Et j'aimerais imaginer une politique en France qui serait, ou un Parlement en France qui serait comme ça saisi par cette forme-là d'incarnation. C'est très très puissant, quoi, ce qui est porté par ces chants maoris qui s'invitent dans le Parlement. Je trouve ça extrêmement puissant. Bruno Latour aimait bien le terme d'atterrir. Je trouve que ça ancre. Je sais pas, il y a un ancrage dans la voix. On sent que ça descend dans le ventre et c'est un endroit vraiment très ancré. C'est ce qui m'a frappé dans les échanges que j'ai eus avec les gardiens de la rivière Wanganui. Il y a quelque chose de très très ancré. Alors en parlant de députés et de parlement, je le disais en introduction et on a commencé à en parler, vous avez déposé à l'Assemblée nationale des propositions de loi à venir. Pourriez-vous d'abord peut-être nous raconter le processus de création derrière la rédaction de ces lois à venir, puis évidemment après nous parler de leur contenu ? Oui, je peux vous en parler. Donc voilà, c'est ça. Donc maintenant, depuis le 30 avril dernier, 2025, il y a ces propositions qu'on nomme propositions citoyennes de loi, et moi que j'ai baptisé loi à venir, et elles sont entre les mains des députés. Alors ça, ces 3 propositions de loi, c'est le fruit du travail avec ce que j'appelle le Conseil des témoins, qui est ce conseil citoyen, qui est composé donc de 12 citoyennes, citoyens des environs de Nantes, qui ont cheminé avec nous. Et en fait, c'est un peu le même protocole qu'au moment du Parlement de Loire, c'est-à-dire qu'au moment du Parlement de Loire, il y avait une commission aussi d'acteurs et d'actrices du territoire, et au-delà, qui réfléchissait qui auditionnait des experts. Et en fait, le modèle, c'est les missions d'information parlementaire. Donc en somme, on met en place une mission d'information à partir d'une institution fictive qui est l'Internationale des rivières ou les auditions du Parlement de Loire. On mobilise des citoyennes et des citoyens, on y invite un public plus large à certains moments, on prépare des auditions, on auditionne des formes de savoirs qui sont des savoirs plus ou moins experts, mais aussi parfois ce sont des savoirs vernaculaires ou parfois ce sont des expériences aussi artistiques pour essayer d'imaginer, de penser le monde autrement. Et il se trouve qu'il y a toujours un moment dans ces processus où le conseil ou la commission veut un peu s'émanciper de ce que je propose. Et là, il est arrivé un moment où il disait, bon, maintenant, on veut servir à quelque chose. Je leur ai dit, il y a une chose qui va servir, c'est de prendre le risque d'écrire des propositions de loi qui seront ensuite données aux parlementaires. En France, les initiatives citoyennes de loi, c'est compliqué. Donc, on passe par une médiation qui est... Donc on donne aux parlementaires, à certains parlementaires, pour que eux ensuite transforment ça en vraie proposition de loi. Et donc on s'est mis au travail. Et ça s'est écrit, ça a été écrit. J'ai écrit un premier brouillon, je leur ai soumis, ça a été discuté. Il y a eu la volonté des unes et des uns et des autres de déployer ça aussi sur l'estuaire de la Loire. Et au final, on est arrivé à ces propositions citoyennes qui sont encore au travail,
mais qui sont déjà discutées dans différents ateliers dans la région de l'estuaire et au-delà, et qui sont mises à la disposition de celles et ceux qui le souhaitent pour expérimenter ce nouveau monde. Parce que c'est véritablement quand même, ce serait un monde modifié, un monde où des écosystèmes deviennent des sujets de droit. Ce serait un bouleversement dans ce qu'on appelle l'ontologie juridique assez grande. Je rappelle juste pour celles et ceux qui nous écoutent, le monde que nous connaissons sous nos latitudes, et dans beaucoup de latitudes à travers le monde aujourd'hui, c'est un monde où il y a des sujets et des objets. Et ça, c'est la grande partition, la grande division dans laquelle on est, quoi. Et les sujets ont des droits et des obligations, et ils ont des droits sur les objets. Les objets ne peuvent pas avoir de droits, sauf dans certains cas très rares, comme les servitudes et autres. Sinon, en règle générale, les droits, c'est des sujets sur des objets. Et d'ailleurs, là-dedans, il y a toute l'histoire de l'objetisation d'un certain nombre de formes de vie, notamment dans l'histoire des femmes. Enfin, ça rejoint cette histoire de donner des droits à des entités de la nature, ça rejoint énormément de questions politiques de très grande ampleur et de luttes politiques. Parce que par exemple, les esclaves étaient considérés comme des objets. Bon, voilà, il y avait différents peuples aussi racisés ou des minorités, comme les minorités juives en Europe, qui étaient traitées comme des objets. Donc toutes les populations autochtones, encore aujourd'hui au Brésil, ce ne sont pas des sujets politiques pleins et entiers. En fait, le gouvernement, l'État peut les déplacer, les changer de région, enfin. Et ça parce qu'ils n'ont pas un statut de sujet. Donc cette histoire de division entre sujet et objet, c'est une fracture forte. Et là, de voir des écosystèmes devenir sujets, c'est quand même enfin, voilà, ça déplace beaucoup de catégories. Alors du coup, tout de suite, ce que je vous propose, et en exclusivité si je ne m'abuse, nous allons lire les 3 premiers articles de la loi Loire, qui fait donc partie des 3 propositions de loi à venir. Article 1. Périmètre 0. L'écosystème Loire, avec son bassin versant, est reconnu comme un système de droit. Aux fins de la présente loi, la personne Loire s'entend comme étant composée notamment de son lit majeur et ses lits mineurs, tous mouvants, ses affluents et l'ensemble des eaux profondes reliées à elle, ainsi que ses nappes d'accompagnement, les zones humides et les vals inondables associés. Son lit sédimentaire, alluvial, sable, argile et substances dissoutes, ses îles et tous les éléments naturels au fil de son cours, ce qui inclut toutes les caractéristiques naturelles de l'eau, les communautés d'organismes et les sous-systèmes terrestres et aquatiques qui lui sont associés, les cultures ligériennes, nautiques et terrestres qui ont manifesté leur attachement au bassin versant de Loire au fil de l'histoire et lui reconnaissent une importance existentielle. Les éléments constitutifs de l'identité naturelle Loire sont partagés avec d'autres entités naturelles qui, dans l'avenir, pourront également se voir reconnaître des droits. Article 2. Périmètre 0. Le corps hydrophagique et hydrogéologique de l'entité naturelle Loire participe au grand cycle de l'eau et à l'ensemble des conditions géophysiques planétaires auxquelles il est lié. Ce corps naturel, mouvant, indivisible, est relié dans ses profondeurs comme dans ses surfaces et le milieu d'habitation et de migration d'innombrables formes de vie qui lui sont rattachées. Il ne comprend pas l'ensemble des artefacts et aménagements humains, que ceci est une valeur patrimoniale ou d'infrastructure. Article 3. Les droits. En tant qu'entité naturelle juridique, Loire peut revendiquer l'ensemble des droits reconnus et qui la concernent. Il lui est reconnu notamment le droit d'évoluer naturellement, le droit de couler librement, le droit à la continuité écologique entre les divers composants de son corps hydrogéologique, tout au long de son cours, le droit à la santé écologique. Camille de Toledo, est-ce que vous pourriez me parler un petit peu plus du coup de cette loi Loire d'une part et peut-être de l'expliquer la différence avec une autre loi qui est la loi estuaire de la Loire? Alors oui, je peux faire ça. Donc quand on se réunit avec le Conseil des témoins et qu'on commence à écrire, il y a tout de suite quelque chose qui apparaît, qui est lié à une notion qui est forte en écologie politique, au cours des dernières années on en a beaucoup parlé, c'est la notion d'attachement. Quel est le lien d'attachement entre les communautés humaines et leur milieu de vie? De quelle rivière tu es? Ça pourrait être une question qu'on se pose en termes d'attachement. Ou à quel paysage tu es attaché, qui peut être lié à ton enfance, ou etc. Et à quoi tu es prêt, pourquoi tu es prêt à te battre si on t'enlève ce paysage Donc c'est vraiment des formes de liens, d'attachement. Et en discutant avec les gens de l'estuaire, et donc le conseil de témoins, avec beaucoup de gens qui habitent l'estuaire, c'est pas mon cas, ils nous disaient, mais nous on aimerait aussi, en fait, c'est une forme de déclaration d'attachement à l'estuaire. Et pourquoi ? Parce que l'estuaire, c'est un écosystème particulier, le long d'un immense fleuve
comme la Loire, il faut imaginer, c'est je crois 2/5 du territoire français, c'est très grand, c'est rien par rapport à des rivières en Amérique latine qui là sont sur plusieurs pays, etc. Mais si on donne seulement des droits à la Loire, et donc avec ce qu'on appelle le bassin versant, c'est-à-dire tous les endroits où ça s'écoule vers un même point, tous les affluents, mais aussi les nappes, donc dans les profondeurs, en fait c'est immense. Et nos identités fonctionnent pas forcément comme ça. C'est-à-dire, on va se dire, moi par exemple, voilà, mon identité, elle est à la fois, elle est très européenne. Après, elle est finalement, je me rends compte que les paysages qui sont ceux de mon enfance sont plutôt vers la Savoie, vers les Alpes, et puis aussi vers la Suisse, parce qu'une partie de ma famille. Donc, nos formes d'attachement, c'est très complexe. Et là, l'espace de l'estuaire, en plus, ça obéit à des règles, enfin l'écosystème estuaire obéit à des règles qui sont différentes. C'est le mélange de l'eau douce et de l'eau, donc l'eau douce de la rivière et de l'eau salée de l'océan. Et ça c'est spectaculaire quand on vit, et j'y passe beaucoup de temps moi vers Nantes, la rivière change de sens. Donc voilà, quand on vit plus à l'intérieur des terres, on n'a pas les forces qui sont à l'œuvre pour qu'une rivière telle que la Loire, à l'endroit de l'estuaire, change de sens. C'est des forces qui sont immenses, quoi, et qui sont liées aux marées, évidemment, etc. Donc, et ça produit un certain nombre d'habitats pour les animaux, pour les végétaux, qui sont différents. Et donc, cette différence-là, il voulait la situer, voilà, et il voulait faire une proposition pour l'estuaire. Et après, ça devient une question de technique d'écriture de la loi. C'est comment est-ce que tu articules des attachements différents. Une échelle qui serait la Loire et son bassin versant. Ça rejoint tout un tas de choses qui sont liées à des travaux sur le biorégionalisme, c'est-à-dire l'idée que nos bassins de vie, c'est toujours des bassins de rivière. Et c'est le bassin versant qui est l'unité de mesure, en quelque sorte. C'est très grand. Ou alors, comment est-ce que tu l'articules avec l'échelle estuarienne ou une échelle de sous-bassins comme le Cher, l'Indre ou d'autres affluents de la Loire. Et ça, comme ça, à mon avis, ça va se poser dans tout ce tournant du droit. À chaque fois, on va se poser cette question. Quel est mon attachement ? Est-ce que ça coïncide vraiment à mon design affectif ? Ou est-ce que c'est un design trop englobant, trop abstrait ? Tu vois, c'est vraiment ce conflit entre moi, ce que j'ai envie de protéger ou ce à quoi j'ai envie de dire que je suis attaché et la logique du droit qui peut parfois être un peu brutale et parfois abstraite. Et donc on a fini par, en complémentarité, proposer 2 textes. Un texte à l'échelle du bassin versant de Loire et un texte pour dire un attachement plus spécifique à l'estuaire. Le 29 novembre prochain, je le disais en introduction, il va donc y avoir le temps fort 3 du projet Vers une internationale des rivières. Cet événement, il s'appelle la Grande Assemblée. Il se déroulera à Nantes, au lieu unique. Et durant celui-ci, le Conseil des témoins va mettre en proposition et en débat les lois à venir qui ont été déposées à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de ce temps fort 3, Camille de Toledo ? Alors avec plaisir. Déjà, un des enjeux pour moi, c'est de dire que la politique ne se fait pas seulement dans la sphère politique, elle se fait précisément dans d'autres lieux, notamment des lieux qui peuvent être des lieux performatifs, comme des lieux artistiques, comme le lieu unique, mais c'est aussi des lieux de savoir, comme des universités, des espaces de sciences, et puis au fond, en fait, à table, dans chaque famille, dans chaque communauté, enfin, etc., dans chaque milieu. Donc, on va mettre en discussion ces propositions de loi, c'est-à-dire que le Conseil des témoins va en quelque sorte se retourner, il change de rôle. Pendant 2 ans, il a beaucoup écouté. Ensuite, on s'est mis à écrire. Et ensuite, ces textes ont été déposés, transmis à des députés. Et parallèlement, il y a un travail d'explication, d'exposition et de mise en discussion à des cercles plus larges. Et toutes celles et ceux qui ont travaillé sur des processus d'intelligence collective, ils le précisent, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut un cercle, en fait c'est par des logiques de cercle. Donc le Conseil de témoins, c'est un premier cercle, et ces personnes qui ont participé ont écouté des chercheurs, etc. Et maintenant, eux, ils peuvent rendre compte et témoigner. Et il va y avoir des phénomènes d'identification de celles et ceux qui les écoutent, donc d'un public plus large, parce qu'ils auront vu ces personnes témoigner de leur chemin. Donc c'est comme un roman, c'est comme en littérature, c'est qu'on s'identifie bien plus
à ces citoyennes et citoyens qu'à moi qui viendrais par exemple avec une expertise ou un savoir. Et donc ils vont témoigner, ils vont exposer, ils vont lire, comme tu l'as lu là, enfin comme ça a été lu dans le podcast, en public, et ça va donner ça va faire l'objet d'une discussion publique. Il va y avoir aussi des formes de ce que j'appelle un cœur des intervenants, qui sont des chercheurs qui ont accompagné ce conseil des témoins avec moi, qui ont réfléchi aux lois, qui les ont annotées, et pour répondre à des questions des citoyennes et des citoyens. Et je dis juste une chose sur le changement de la scène de la parole, c'est que pour essayer d'éviter, ou de transformer, parce que l'espace de la parole politique, il est devenu assez abominable. Moi, je l'observe de loin, parfois quand je suis à Berlin et que j'ai le temps, où je regarde justement la chaîne parlementaire ou d'autres, ou même les nouvelles simplement. C'est très violent, la politique en France. C'est assez vite fou en termes d'injures, d'insultes, et c'est souvent assez stérile. Et donc on voit qu'on a du mal à transformer ou à changer des représentations. Très vite, ça se fiche sur des idéologies. Et donc là, c'est un espace de la parole qui est vraiment posé comme absolument non violent. Donc voilà, il y a une forme de bienveillance qui est donnée. Et surtout, régulièrement, si les discussions chauffent un peu, ce qui ne me pose aucun problème, ou s'il y a des conflits même, moi j'ai un autre mode où je bascule l'assemblée, la grande assemblée, je la bascule dans des modes méditatifs, où là on va entendre la voix ou les voix de la Loire, et on va utiliser de la bioacoustique, c'est-à-dire qu'on va entendre des enregistrements. Ronan Moinet qui a préparé ces enregistrements. Et sur ces enregistrements de la rivière, sur ces sons de la rivière, il y aura d'autres formes de paroles, beaucoup plus proches du récit, de l'imaginaire, du souvenir. Voilà. Donc en fait, il y a c'est une alternance de deux formes de paroles. Merci beaucoup Camille de Toledo. On arrive vers la fin de cet entretien. Au regard de toutes nos discussions aujourd'hui sur les transformations de l'époque auxquelles je sais que vous êtes attachée et auxquelles vous contribuez par votre travail, justement cette époque aujourd'hui, comment la qualifieriez-vous ? Dure, je la trouve assez brutale. Voilà, je la trouve brutale, je la trouve dure, alors qu'en fait partout aussi, moi, pour d'autres raisons, je suis en contact avec beaucoup de communautés thérapeutiques qui travaillent le soin, l'attention, mais vraiment même la question de la guérison, etc. Et j'ai le sentiment qu'on devrait absolument penser des politiques dans cet horizon-là, thérapeutique, du soin, alors qu'en fait c'est comme s'il y avait une sorte de chemin qu'on n'arrivait pas à faire bifurquer et qui allait vers des formes plus brutales. Voilà. Brutalisation des débats, des interventions sur les réseaux. Enfin, c'est violent, quoi. C'est un espace de violence. Et moi, j'essaie, dans cet espace de violence, de trouver des formes d'alcôve qui pensent les transformations, mais avec de la forme avec des affects, en fait, avec des émotions qui arrivent à se dire sans violence. Voilà. Et donc, je la trouve brutale. Merci beaucoup Camille de Toledo. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cet entretien. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral, la Gaieté Lyrique, les Chants Libres et le service culturel de Rennes 2. Cet épisode a été réalisé par Emma Chignara. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.